Le 14 novembre 2016, à Makassar, sur la pointe sud-ouest de Sulawesi, une influenceuse spécialisée dans les serpents allait vivre ses dernières minutes sous les yeux de ses abonnés. Makassar est l'une des plus grandes villes portuaires d'Indonésie. Une ville dense, bruyante, constamment animée. La propriété d'Ayu Pranoto se trouvait dans une zone résidentielle, en périphérie. Vue depuis la rue, elle ressemblait à toutes les autres maisons du quartier. Rien ne permettait de deviner ce qu'Ayu avait aménagé à l'arrière. Elle avait consacré 3 années à la création d'une pièce entière destinée à ces reptiles. La température y était contrôlée, l'humidité surveillée, et chaque installation avait été pensée pour des animaux dont les besoins dépassaient largement ceux d'un simple terrarium chauffé par une lampe. Ayu avait 29 ans. Au début de sa carrière sur Internet, elle publiait des vidéos consacrées à la beauté, soins de la peau, tutoriels et conseils classiques. Puis, en 2013, son jeune frère avait rapporté d'un marché local un python royal. Ayu s'était filmée en train de le prendre dans ses mains pour la première fois. Elle tremblait tellement qu'elle avait failli lâcher son téléphone. Pendant la nuit, la vidéo avait dépassé les 200 000 vues. À partir de ce moment-là, elle avait complètement abandonné les contenus sur la beauté. En 2016, elle possédait 11 serpents, une pièce d'élevage entièrement équipée et une communauté qui approchait le 1 million d'abonnés. Les vidéos préférées de son public mettaient en scène une femelle python réticulée qu'elle élevait depuis que l'animal était jeune. Ayu répétait volontiers que la confiance construite entre elles était la seule qualification dont elle avait besoin. Et la plupart des personnes qui la regardaient semblaient être du même avis. Mais une confiance de cette nature ne vous apprend qu'une chose, ce qui s'est bien passé jusqu'à la veille. Elle ne garantit jamais ce qui se produira le lendemain. Ayu n'était pas imprudente de la manière dont on pourrait l'imaginer en découvrant son histoire. Elle connaissait réellement ces animaux. Seulement, tout ce qu'elle savait, elle l'avait appris seule. Et la frontière est parfois extrêmement fine entre la véritable maîtrise d'un sujet et l'assurance qui finit par naître de cette maîtrise. Le danger apparaît lorsque l'assurance commence à avancer légèrement plus vite que les connaissances. Le python réticulé est l'espèce de serpent la plus longue au monde. À cette époque, la femelle d'Ayu mesurait environ 7 mètres et pesait un peu plus de 90 kg. Ce serpent n'est pas venimeux. Il n'en a pas besoin. Il tue par constriction. Chaque fois que sa proie expire, ses anneaux se resserrent. Peu à peu, la cage thoracique ne peut plus s'ouvrir et les poumons ne parviennent plus à se remplir. La femelle n'avait pas été nourrie depuis 3 semaines. Ce soir-là, le nombre d'abonnés d'Ayu atteignit enfin le 1 million. Pour célébrer l'événement, elle lança une diffusion en direct. Et c'est à cet instant précis que sa manière de filmer changea. Pendant 3 ans, elle avait toujours enregistré ses vidéos depuis l'extérieur de l'enclos. Toutes ses publications et toutes ses diffusions en direct avaient été réalisées derrière la séparation. Mais cette nuit-là, pour la première fois devant une caméra, elle entra à l'intérieur. La sortie se trouvait juste derrière elle. Dès le commencement de la diffusion, le python était éveillé et déjà en mouvement. Ayu plaisanta cette agitation comme de l'enthousiasme. Pourtant, au regard de ce que l'on connaît du comportement des grands serpents constricteurs avant un repas, il ne s'agissait probablement pas d'excitation. Le premier anneau se referma autour d'elle peu après le début de la vidéo. Ayu continua de parler. Elle expliqua ce geste comme une marque d'affection, affirmant que le serpent cherchait simplement la chaleur de son corps. Les commentaires défilaient à toute vitesse. Des abonnés publiaient des émoticônes en forme de flammes. D'autres identifiaient leurs amis afin qu'ils viennent assister à la célébration. Puis le python forma un 2e anneau. La voix d'Ayu changea. Elle tenta de modifier sa position tout en gardant un ton léger, comme si tout restait sous contrôle. Ensuite, le téléphone tomba au sol. La caméra se retrouva tournée vers le plafond. Dans l'image, on ne distinguait plus qu'un tube fluorescent qui clignotait légèrement. Après la chute du téléphone, l'enregistrement sonore continua pendant 4 minutes. On entendit des mouvements, des déplacements de poids, puis plus rien. La diffusion resta pourtant active.
Elle ne se déconnecta automatiquement que 47 minutes après la disparition de tout bruit. Durant presque toute cette période, une grande partie des spectateurs crut assister à une mise en scène imaginée pour célébrer le million d'abonnés. Voilà l'un des effets les plus dangereux des contenus dans lesquels la menace est simulée. Lorsque le péril devient réel, il ressemble encore à un numéro préparé. Le lendemain matin, à 9 h, l'assistant d'Ayu arriva pour un tournage prévu à l'avance. Il remarqua que la porte arrière de la pièce était légèrement entr'ouverte. Il avait travaillé assez longtemps auprès de cette femelle pour connaître ses habitudes. Lorsqu'il regarda dans l'enclos, il s'immobilisa. Le python se trouvait dans le coin le plus éloigné. Il ne bougeait presque pas. Au milieu de son corps apparaissait un gonflement qui n'existait pas à la veille. L'assistant n'alla pas plus loin. Il recula, ressortit par l'avant de la propriété et appela les secours. Lorsque les intervenants arrivèrent, la déformation du corps du serpent était clairement visible depuis l'extérieur de l'enclos. Il fallut mobiliser une équipe complète de spécialistes de la faune sauvage. L'intervention dura plusieurs heures. Ayu fut retrouvée entièrement à l'intérieur du python. Elle avait été avalée la tête la première. La cause officielle du décès fut une asphyxie provoquée par la constriction, suivie d'une ingestion après la mort. Selon toute vraisemblance, Ayu était déjà morte lorsque le serpent avait commencé à l'avaler. Selon toute vraisemblance. Son téléphone fut récupéré sur le sol de l'enclos. L'application de diffusion en direct était toujours ouverte. Les 4 minutes de son enregistrées après la chute de l'appareil devinrent l'élément principal utilisé pour reconstituer la chronologie. Aucune poursuite pénale ne fut engagée. Le python fut pris en charge par les autorités chargées de la faune sauvage. Le dossier ne précise pas ce qu'il devint ensuite. Plus on examine le cas d'Ayu, plus il devient difficile de déterminer l'instant exact où une décision différente aurait encore pu lui sauver la vie. Le 3 mars 2015, dans le Limpopo, en Afrique du Sud, un pisteur animalier allait être mortellement mordu sur une portion de sentier qu'il avait lui-même signalé plusieurs semaines en caravan. Le Limpopo est la province la plus septentrionale d'Afrique du Sud. Le paysage y est plat, sec, couvert de buissons épineux. La chaleur commence à monter avant même 9 h du matin. La végétation basse, la terre craquelée et l'horizon dégagé donnent l'impression qu'aucun animal ne pourrait s'y dissimuler. C'est précisément ce qui rend cet environnement si dangereux. Peter van der Merwe avait 34 ans. Il effectuait sa première saison comme pisteur sur une propriété privée consacrée à la faune sauvage. Il apprenait encore la configuration des lieux. Il mémorisait les racines, les passages et les changements du terrain. Il essayait de développer ses réflexes qui ne s'acquièrent qu'après plusieurs années de travail. Peter tenait à faire les choses correctement. Tout ce qui suivit le démontre. Ce qui rend son histoire particulièrement difficile, c'est qu'il ne méprisait ni son environnement, ni les consignes. Il ne cherchait pas à gagner du temps en prenant des raccourcis. Au contraire, il observait probablement les lieux avec davantage d'attention que la plupart des employés lors de leur première saison. Seulement, il n'était pas encore là depuis assez longtemps pour comprendre parfaitement ce qu'il voyait. Ce matin-là, il devait inspecter le sentier avant l'arrivée d'un groupe de 6 visiteurs prévus à 10 h. Sa mission était simple: parcourir l'itinéraire, vérifier les repères et signaler tout élément qui méritait un examen supplémentaire. On lui avait expliqué cette procédure dès sa première semaine. Il portait une radio. L'antivenin était conservé au réfrigérateur dans la base principale, comme cela se fait généralement sur ce type de propriété. Personne ne l'emportait sur le terrain. Rien ce matin-là ne laissait penser que cette inspection serait différente des précédentes. Le mamba noir fait partie des serpents terrestres les plus rapides au monde. Il peut atteindre environ 19 km/h et mesurer près de 4,30 m. Son venin agit principalement sur le système nerveux. Il interrompt progressivement les fonctions nerveuses et, sans antivenin, une morsure complète peut provoquer une défaillance respiratoire en une vingtaine de minutes. Une seule attaque peut injecter assez de venin pour tuer plusieurs adultes. Contrairement à une idée répandue, les mambas ne poursuivent pas les êtres humains. Ils ne cherchent pas l'affrontement.
Mais si l'un d'eux est surpris, se croit acculé ou voit quelqu'un s'approcher trop près sans l'avoir repéré, il frappe avec une extrême rapidité, souvent plusieurs fois. Il n'y a pas nécessairement d'avertissement ni de charge destinée à intimider. L'attaque se produit immédiatement. Le sentier emprunté par Peter longeait le lit asséché d'un ruisseau sur le côté est de la propriété. Plusieurs semaines auparavant, Peter avait justement signalé cette partie de l'itinéraire. Il y trouvait régulièrement des traces indiquant qu'un mamba actif utilisait ce passage. Malgré son statut de nouvel employé, il avait correctement transmis l'information à la direction. Il avait demandé que le parcours soit modifié ou qu'une mesure particulière soit mise en place dans ce secteur. Le matin du 3 mars, la température approchait déjà 29 degrés avant 9 heures. Les serpents étaient sortis tôt et se déplaçaient. Peter se trouvait à environ 730 mètres de la base principale, soit une douzaine de minutes de marche. Il quitta le sentier pour contrôler un drapeau de repérage placé près du talus du ruisseau. L'herbe qui poussait le long de la berge était basse et sèche. C'était exactement le genre d'endroit où un mamba pouvait venir réguler sa température sous la chaleur du début de matinée. Le serpent frappa 2 fois, presque instantanément. La première morsure atteignit l'avant-bras droit. La seconde toucha le dos de la main droite. Peter saisit aussitôt sa radio et parvint à transmettre un message. Très peu de temps après les morsures, son élocution était déjà si déformée que son collègue, resté à la base, entendit clairement qu'il était en train de perdre le contrôle de ses muscles. Celui-ci n'attendit pas. Il partit immédiatement dans sa direction. Lorsqu'il retrouva Peter, le pisteur gisait face contre terre sur le sentier. Il ne respirait plus. Sa radio se trouvait toujours dans sa main droite et la communication était encore ouverte. 2 groupes de perforations étaient visibles sur son avant-bras et sa main. Entre la première morsure et la perte complète de réaction, il ne s'était probablement écoulé que 8 à 10 minutes. Dès qu'il le découvrit, son collègue reprit la radio pour demander de l'aide. Une équipe arriva en véhicule dans les 12 minutes suivantes avec de l'antivenin. Les intervenants commencèrent aussitôt les soins. Peter ne répondit pas au traitement. Il fut déclaré mort sur place. Entre la première attaque du serpent et son décès, environ 18 à 22 minutes s'étaient écoulées. Le message incomplet qu'il avait réussi à transmettre fut récupéré dans les enregistrements de la base. Il permit aux enquêteurs de comprendre avec quelle rapidité la situation avait basculé. Sur cet enregistrement, on pouvait entendre sa voix se détériorer en temps réel. Les analyses confirmèrent la présence de neurotoxines de mamba noir. La mort avait été provoquée par une défaillance respiratoire consécutive à la paralysie du diaphragme. Avant même que quiconque puisse l'atteindre, le venin lui avait déjà retiré la capacité de respirer. Les 2 morsures correspondaient à une attaque défensive à courte distance. Peter s'était approché sans voir le serpent. Le mamba s'était senti acculé et avait réagi comme le font ces animaux lorsqu'ils n'aperçoivent aucune issue. Après l'accident, une enquête interne examina chaque élément. La durée de l'intervention, le protocole concernant l'antivenin, la distance qui séparait Peter de la base et les difficultés du terrain. Aucune négligence individuelle ne fut retenue. Lorsqu'un mamba injecte une dose complète de venin, ses effets progressent plus vite qu'une équipe de secours ne peut parcourir 730 mètres. Ce n'est pas une justification. C'est simplement la vitesse à laquelle agit cette toxine. Le drapeau que Peter avait installé plusieurs semaines auparavant figurait dans le rapport. Son avertissement était bien enregistré. Le sentier fut fermé pendant tout le reste de la saison. Les 6 visiteurs qui arrivèrent à 10 heures furent seulement informés que l'excursion n'aurait pas lieu. Ils n'en apprirent pas davantage. Dans cette histoire, les délais sont implacables. On peut refaire les calculs autant de fois qu'on le souhaite, le résultat reste le même. Le 19 juin 2013, dans l'ouest de l'Amazonie, Marcelo Almeida s'éloigna de son groupe sans attendre son guide. Ce qui se cachait dans les racines était là bien avant son arrivée. L'équipe explorait un affluent inondé relié au Solimões, l'un des plus vastes réseaux fluviaux du bassin amazonien. Cette partie du cours d'eau n'apparaissait sur aucune carte commerciale. Le mois de juin correspond à la saison des basses eaux. Les berges deviennent molles.
Le recul des inondations révèle des racines et des portions de sol forestier restées submergées pendant plusieurs mois. La végétation prend alors une forme complexe, difficile à lire tant qu'on ne s'y est pas déjà engagé. Marcelo avait 41 ans. Il travaillait comme chercheur de terrain dans la documentation environnementale et l'étude de l'écologie des réseaux fluviaux. Il possédait une véritable expérience. Mais jusque-là, ses missions s'étaient déroulées dans des cadres organisés, aux côtés de personnes connaissant parfaitement le terrain. Ce genre d'expérience ne se transpose pas aussi facilement qu'on pourrait le croire. Ce matin-là, Marcelo faisait partie d'une équipe de 3 personnes accompagnées d'un guide local qui maîtrisait les voies navigables. À un moment, il cessa de suivre le plan et se laissa guider par sa curiosité. Lorsque le guide immobilisa l'embarcation, Marcelo partit seul vers une zone de végétation partiellement inondée, avant même que quelqu'un ne l'y autorise. Il voulait observer de plus près quelque chose qu'il avait remarqué parmi les plantes. L'endroit où il fut retrouvé ne laissa guère de doute à ce sujet. Le guide n'avait pas encore vérifié ce secteur. Marcelo n'attendit pas. Le maître de la brousse est le plus long serpent venimeux de l'hémisphère occidental. Les grands adultes mesurent entre 3 mètres et 3,70 m et peuvent dépasser 4,5 kg. Ce serpent appartient à la famille des vipères à fossettes. Il détecte la chaleur, reste près du sol et chasse grâce à la patience et au camouflage. Il ne parcourt pas la forêt à la recherche de ses proies. Il choisit un endroit, s'y installe et peut attendre plusieurs jours jusqu'à ce qu'un animal passe suffisamment près. Son venin détruit les tissus, empêche le sang de coaguler et provoque des hémorragies internes qui s'étendent à partir du point de morsure. Dans une région isolée, sans antivenin, une morsure avec injection complète est presque toujours mortelle. En l'absence de soins, le taux de mortalité se situe entre 80 et 100%. La saison des basses eaux laisse derrière elle le terrain idéal pour ce serpent, des racines découvertes, un sol meuble et une végétation dense. Il n'a pas besoin que l'eau soit encore présente, il lui suffit d'une cachette et d'une proie à attendre. Dans la zone où Marcelo s'engagea, les plantes se refermaient au-dessus de lui. Des racines traversaient l'eau dans toutes les directions. L'eau lui arrivait entre les chevilles et les genoux. Le sol se dérobait légèrement sous chacun de ses pas. L'eau était trop trouble pour distinguer ce qui reposait au fond. Dans un tel environnement, votre regard se fixe naturellement devant vous, sur le passage possible, sur les plantes et sur l'objet qui a d'abord attiré votre attention. Vous ne regardez pas forcément ce qui se trouve juste à côté de vos pieds. Marcelo était venu pour observer. Le maître de la brousse aussi. Les autres chercheurs restèrent près de l'embarcation. Ils entendaient Marcelo progresser dans les broussailles. Chaque pas produisait le bruit d'un homme repoussant des racines dans une eau peu profonde. Puis un son différent retentit. Il fut bref, sec, rapide et lourd, quelque part au milieu de la végétation. Ensuite, tout redevint silencieux. Ses compagnons appelèrent Marcelo, mais il ne répondit pas. Le serpent était presque certainement installé dans ce réseau de racines avant son arrivée. Marcelo s'approcha trop près. Il marcha peut-être directement dessus ou entra simplement dans la zone d'attaque que l'animal surveillait depuis plusieurs heures. Le premier contact fut une morsure à la partie inférieure de la jambe gauche. Les longs crochets pénétrèrent profondément et une dose complète de venin fut injectée en une seule attaque. Marcelo n'avait pas de radio. La douleur provoquée par ce type de morsure est immédiate et violente. En quelques minutes, le venin commence à détruire les tissus et à neutraliser les mécanismes de coagulation. Sur ce terrain, sans présentat à proximité immédiate et sans moyen d'appeler les secours, il n'existait plus d'issue réaliste dès l'instant où les crochets avaient pénétré sa jambe. Ses compagnons attendirent environ 20 minutes. Ils continuèrent à l'appeler, puis écoutèrent dans l'espoir d'entendre une réponse. Comme rien ne revenait, ils entrèrent à leur tour dans la végétation. Marcelo fut retrouvé face contre terre dans l'eau, à environ 13 mètres de l'embarcation. Le maître de la brousse avait disparu. L'un des chercheurs utilisa la radio pendant que l'autre restait près de Marcelo. Une équipe d'intervention fluviale les rejoignit environ 90 minutes plus tard. Dans une région aussi reculée,
Ce délai était considéré comme rapide. Il n'y avait aucun antivenin à bord de l'embarcation. Ce produit ne faisait pas partie de l'équipement habituel pour une mission de documentation sur cet itinéraire. L'examen après la mort révéla 2 perforations profondes dans le bas de la jambe gauche. Elles correspondaient à la morsure d'une grande vipère à fossette. La cause du décès fut un choc hémorragique provoqué par un venin agissant sur le sang. Le système de coagulation s'était entièrement effondré et l'hémorragie interne s'était propagée bien au-delà de la jambe mordue. Après une injection complète par un serpent de cette taille, 90 minutes sans antivenin ne laissaient pratiquement aucune chance. L'issue était fixée bien avant l'arrivée de l'équipe fluviale. Le système de positionnement par satellite de Marcelo avait enregistré sa dernière position à 13 mètres du bateau, à 11h22. Sa radio, elle, était restée dans l'embarcation. Pour une vérification qui devait être aussi courte, il n'avait pas pensé en avoir besoin. Les déclarations des chercheurs concordaient avec les preuves matérielles. L'équipe remit ses rapports et annula le reste de l'expédition. Depuis cet accident, cette partie de l'affluent ne figure plus sur aucun itinéraire d'études actif. Certains environnements ne laissent aucune place à une curiosité qui oublie d'attendre l'autorisation d'avancer. Le 8 août 2017, dans le sud-est du Nigeria, Chinedu Okafor comprit immédiatement quel serpent venait de le mordre. Pendant 3 jours, il fit pourtant tout son possible pour que personne dans sa maison ne découvre la vérité. Il vivait dans une communauté agricole rurale. La ville la plus proche se trouvait à une longue distance, au bout d'une route difficile. Dans cette région, les habitants avaient l'habitude de résoudre eux-mêmes la plupart de leurs problèmes. Les services médicaux étaient éloignés et les ressources limitées. Quitter la communauté pour demander de l'aide constituait généralement le dernier recours, jamais le premier. Ce n'était pas une question d'inconscience. La vie fonctionnait simplement ainsi. Pour Chinedu, régler les difficultés discrètement et avec les moyens disponibles sur place avait toujours fonctionné. Il avait 38 ans. Il pratiquait une agriculture de subsistance, cultivant notamment du manioc et des ignames sur les mêmes terres que sa famille exploitait depuis 3 générations. Chaque jour, il travaillait avec son jeune frère. Dans la communauté, Chinedu était considéré comme un homme compétent et autonome. Il faisait partie de ceux qui résolvent les problèmes sans bruit et sans demander l'intervention des autres. Sa femme et leurs 2 enfants vivaient avec lui sur la propriété. Ce matin-là, alors qu'il dégageait les broussailles au bord du champ, un serpent le mordit. Il n'en parla à personne. L'autonomie peut être une force jusqu'au moment où le problème devient trop lourd pour celui qui tente de le porter seul. La vipère du Gabon est la plus grande vipère d'Afrique. Elle possède également les crochets les plus longs parmi les serpents venimeux, jusqu'à environ 5 cm. La quantité de venin qu'elle peut injecter en une morsure est supérieure à celle de toute autre espèce. Son venin est cytotoxique. Cela signifie qu'il détruit les tissus au niveau cellulaire, puis étend ses effets autour du point d'entrée des crochets. Sans traitement, il entraîne un gonflement massif, la destruction des tissus profonds, des hémorragies internes et finalement un choc septique. La vipère du Gabon se déplace lentement. Ses motifs lui permettent de se confondre presque parfaitement avec le sol. Les morsures surviennent généralement lorsqu'une personne marche sur l'animal ou s'approche trop près dans les herbes épaisses sans le voir. On ne trouve pas vraiment une vipère du Gabon. On tombe dessus. C'est exactement ce qui arriva à Chinedu. La douleur fut immédiate et intense. Il enveloppa sa cheville, puis raconta à sa famille qu'il s'était simplement tordu le pied en travaillant. Ensuite, il continua sa journée comme si rien ne s'était passé. Le lendemain matin, le gonflement avait déjà atteint le milieu du mollet. La peau commençait à changer fortement de couleur. Chinedu boitait de façon visible. Il expliqua à son frère que son entorse s'était aggravée. Chaque fois qu'on lui suggérait d'aller chercher de l'aide, il refusait. Il affirmait que la douleur finirait par disparaître. Il mangeait peu et dormait mal. Sa femme remarqua également que sa respiration avait changé. Sous sa peau, la destruction des tissus était déjà très avancée. Au matin du 3e jour,
Chinedu ne pouvait plus se tenir debout sans appui. Des plaques noires recouvraient le bas de sa jambe et les lésions s'étaient étendues au-delà du genou. Sa température montait brutalement. Sa femme l'aidait à changer de vêtements lorsqu'elle aperçut enfin la blessure. Au milieu d'une masse de tissu noirci et liquéfié, 2 perforations nettes étaient encore visibles. Pendant tout ce temps, le secret l'avait littéralement détruit de l'intérieur. Sa femme n'attendit pas davantage. Elle le fit sortir de la maison et partit chercher de l'aide avant qu'il puisse encore s'y opposer. Chinedu fut transporté par la route jusqu'au centre médical le plus proche, situé à environ 64 km. À son arrivée, il ne réagissait déjà plus. Le personnel constata que l'infection s'était répandue dans tout son organisme. Les tissus de la partie inférieure de sa jambe étaient gravement détruits et ses organes commençaient à cesser de fonctionner. Aucun antivenin n'était disponible dans cet établissement. Un transfert fut organisé, mais Chinedu mourut pendant le trajet avant d'atteindre le centre suivant. Il décéda dans l'après-midi du 10 août, environ 72 heures après la morsure. La forme des perforations et la destruction des tissus environnants correspondaient aux crochets d'une vipère du Gabon. À partir du point où les crochets avaient pénétré, les tissus de la plaie s'étaient décomposés dans toutes les directions. La cause officielle du décès fut un choc septique provoqué par les effets du venin. Le retard dans la prise en charge fut désigné comme le principal facteur ayant permis à son état d'atteindre ce niveau de gravité. Autrement dit, les 3 jours d'attente s'étaient révélés plus dangereux encore que les crochets. Le témoignage de sa femme permit de reconstituer précisément cette période. Ce que Chinedu avait dit, ce qu'il avait caché, et le moment où chacun des symptômes était apparu. 3 jours après l'incident, un spécialiste local captura et retira une vipère du Gabon dans la même zone de broussailles au bord du champ. La découverte confirma l'espèce impliquée. La mort fut classée comme accidentelle. Aucune enquête officielle approfondie ne fut ouverte. Après le décès de Chinedu, son frère continua à travailler sur ses terres. Chinedu avait disposé de 72 heures. Il n'en avait utilisé aucune pour demander de l'aide. Graham Walker, lui, ne disposa même pas d'un délai comparable. Quelques semaines après avoir acheté une propriété rurale en Nouvelle-Galles du Sud, il partit inspecter une clôture au petit matin. Sa femme le retrouva assis contre un poteau alors que le petit déjeuner avait à peine eu le temps de refroidir. C'était le 22 février 2016. Dans cette partie rurale de la Nouvelle-Galles du Sud, les pâturages plats s'étendent jusqu'à l'horizon. De longues herbes poussent en masse le long des clôtures et quelques eucalyptus isolés découpent le paysage. Février se trouve au cœur de l'été austral. La température dépasse souvent 38 degrés. La chaleur fait sortir les serpents tôt et les maintient actifs pendant toute la matinée. Quiconque a vécu suffisamment longtemps sur les terres rurales de la région le sait. Graham avait 52 ans. Il avait acheté la propriété environ 8 mois plus tôt. Il y cultivait des céréales et élevait quelques bovins. Ce changement de vie correspondait à un projet qu'il préparait depuis longtemps. Mais il n'avait pas grandi dans une ferme. Il avait appris assez vite les tâches agricoles. En revanche, l'environnement naturel qui entourait la propriété lui restait étranger sur des points essentiels. Il savait que des serpents vivaient dans les environs. Il en avait aperçu plusieurs depuis son installation et leur avait laissé d'espace, comme la plupart des gens l'auraient fait. Mais il ne connaissait pas encore les différentes espèces, les endroits où elles se tenaient habituellement, ni les conditions qui les poussaient à sortir. Rien de spectaculaire ne conduisit Graham dans ce pâturage. Il suivait simplement une routine qu'il développait depuis 8 mois, sur une terre qui n'avait pas encore fini de lui apprendre ses règles. Un orage avait frappé la propriété pendant la nuit. Ce matin-là, Graham sortit pour parcourir la clôture orientale et vérifier si elle avait été endommagée. Il quitta la maison vers 7h30. Il n'emporta pas son téléphone. Le serpent brun oriental est responsable de davantage de décès humains en Australie que toute autre espèce de serpent. Cela surprend souvent, car ce n'est même pas le serpent possédant le venin le plus puissant du pays. Son corps est mince et rapide. Ces différentes nuances de brun se confondent presque parfaitement avec l'herbe sèche ou couchée. Lorsqu'il est surpris à courte distance,
Il peut frapper sans passer par une posture défensive visible. La morsure survient avant que le serpent ou la personne ait réellement eu le temps de comprendre ce qui se passe. Les traces laissées par ces crochets sont minuscules et parfois presque invisibles. La douleur initiale peut être si faible que certaines victimes s'éloignent sans saisir qu'elles viennent d'être mordues. L'orage de la veille avait aplati de longues bandes d'herbes le long de la clôture orientale. Or, ces herbes constituaient précisément le couvert sous lequel les serpents s'abritaient. À 7h30, la température dépassait déjà 26 degrés. Les reptiles étaient sortis et profitaient directement du soleil dans les zones où la végétation avait été couchée. La clôture traversait une partie du terrain où les herbes avaient poussé pendant toute la saison. Après une nuit d'orage, par une matinée chaude, c'était exactement le type d'endroit où un serpent brun oriental pouvait s'installer. Graham n'avait ni téléphone ni radio. Personne ne l'accompagnait. Sa femme s'attendait à le voir revenir vers 9h pour le petit déjeuner. C'était simplement leur habitude. Alors qu'il travaillait le long de la clôture, Graham dérangea un serpent brun oriental qui reposait dans l'herbe aplatie, au pied des fils métalliques. L'animal frappa 2 fois de suite la partie inférieure de sa jambe droite. Ses crochets traversèrent le tissu du pantalon de travail. Avant même que Graham puisse réagir correctement, le serpent avait disparu dans les herbes. Les attaques de cette espèce sont rapides et silencieuses. Les marques sont si discrètes qu'il est facile d'en sous-estimer la gravité pendant les premières minutes. Les éléments retrouvés sur place indiquèrent que Graham s'était assis contre un poteau de clôture peu après la morsure. Il n'avait pas essayé de retourner vers la maison. Personne ne put déterminer s'il avait choisi de rester immobile ou si le venin avait affaibli son corps avant même qu'il puisse prendre une décision. À 9h15, comme il n'était toujours pas revenu, sa femme partit à sa recherche. Elle le trouva assis bien droit contre le poteau. Il ne réagissait plus du tout. Elle utilisa immédiatement la radio installée dans le véhicule de la ferme. Une équipe d'intervention arriva environ 35 minutes plus tard. Graham fut déclaré mort sur place. Lorsque sa femme l'avait découvert, rien ne semblait visiblement anormal. À distance, il ressemblait simplement à un homme qui s'était assis pour se reposer. Les 2 minuscules perforations dans le bas de sa jambe droite ne furent découvertes qu'au cours de l'examen après la mort. Elles se distinguaient à peine des égratignures superficielles provoquées par les herbes sèches ou les fils de la clôture. Les analyses confirmèrent l'envenimation par un serpent brun oriental. La mort avait été provoquée par un arrêt cardiaque consécutif à un effondrement vasculaire et à de graves troubles de la coagulation. Le venin déclenche une réaction qui épuise rapidement les facteurs permettant au sang de coaguler. Associé aux effets directs sur le système cardiovasculaire, ce mécanisme conduit rapidement le corps vers une défaillance cardiaque. D'après la température du corps et la progression du venin, le décès fut situé entre 7h45 et 8h15. Graham était donc mort depuis plus d'1 heure lorsque sa femme avait commencé à le chercher. Lors d'un examen ultérieur du terrain, une peau de serpent abandonnée après une mue fut retrouvée dans l'herbe aplatie près du poteau. La semaine suivante, un spécialiste de la faune intervint et retira un grand serpent brun oriental dans cette même partie de la clôture. L'examen de corps révéla davantage de choses que la scène elle-même. Et cela résume toute cette histoire. Tout s'était déroulé dans un silence presque absolu. Le 4 septembre 2014, un renseignement concernant un nid de pythons dans la jungle de basse altitude de Palawan conduisit un documentariste débutant à pénétrer seul dans la forêt. Le contact local qui lui avait transmis l'information ignorait qu'une femelle couvait déjà ses œufs à cet endroit. Palawan est une île longue et étroite située sur la bordure occidentale des Philippines. Elle est surtout connue pour son littoral. Mais la jungle de l'intérieur présente un environnement complètement différent. La canopée y est dense. La végétation basse est épaisse. À seulement quelques mètres de la lisière, le terrain absorbe presque entièrement la lumière et les sons. En septembre, le sol de la forêt est humide et recouvert de plusieurs couches de végétaux morts accumulés pendant les mois de pluie. Dans cet environnement, on avance lentement, qu'on le veuille ou non. Renato Villanueva avait 44 ans. Pendant plusieurs années, il avait travaillé comme assistant sur de petites productions documentaires consacrées à la faune sauvage. Il transportait le matériel, repérait les lieux de tournage et organisait la logistique pendant que d'autres prenaient les décisions. Il connaissait donc le fonctionnement de ces missions.
Il avait passé suffisamment de temps sur le terrain pour s'y sentir à l'aise. Mais ce voyage à Palawan représentait sa première production entièrement menée seul. Il n'avait avec lui que sa caméra et comptait sur un contact local qui lui transmettait des indications depuis plusieurs mois. Le renseignement le plus récent concernait plusieurs observations d'un grand python birman dans la forêt de basse altitude. Un emplacement ressemblant à un nid avait été remarqué à environ 400 mètres du sentier principal. Sur toutes les productions auxquelles Renato avait participé jusque-là, une équipe complète aurait été envoyée pour examiner un site de ce genre. Mais l'observation n'avait pas encore été confirmée. Renato choisit donc de s'y rendre seul. Pour un premier tournage en solitaire, il voulait probablement démontrer qu'il pouvait gérer lui-même une mission entière. Le python birman compte parmi les plus grands serpents du monde. Les femelles dépassent régulièrement 5,50 m et peuvent peser plus de 90 kg. Celle qui protège un nid se situe souvent parmi les individus les plus imposants. Ces serpents ne sont pas venimeux. Ils tuent uniquement par constriction. Une femelle en période de nidification s'enroule autour de ses œufs et y reste pendant toute l'incubation, soit entre 60 et 80 jours. Durant toute cette période, elle ne mange pas. Elle produit même sa propre chaleur par des contractions musculaires afin de maintenir les œufs à la bonne température. Son corps reste donc constamment actif et l'animal demeure en état d'alerte permanent. Tout ce qui s'approche trop près provoque une réaction immédiate, souvent sans avertissement. Après environ 20 minutes de marche dans la forêt, Renato trouva le nid. Il s'agissait d'un monticule surélevé de végétation sèche, partiellement dissimulé sous des plantes basses. À son arrivée, le python était déjà enroulé autour des œufs. Renato resta d'abord à distance. Il chercha plusieurs angles, puis commença progressivement à se rapprocher. Il avançait lentement, sa caméra levée devant lui, comme on le fait généralement autour d'un animal que l'on ne veut pas effrayer. Mais face à une femelle python qui protège son nid, avancer lentement et prudemment conduit au même résultat que se précipiter. Renato entra trop près. La femelle quitta immédiatement ses œufs. Elle commença par mordre. Elle frappa plusieurs fois les bras et le torse de Renato, comme le fait un grand serpent défensif lorsqu'il cherche à fixer son adversaire avant de l'enserrer. L'impact d'un animal de cette taille lancé à pleine vitesse le projeta au sol. Le python forma brièvement ses anneaux autour de lui. Renato ne put rien faire contre cette puissance. Sa caméra fut retrouvée à environ 1,80 m du nid. Le cache protégeait encore l'objectif. Il n'avait enregistré aucune image. Lorsqu'on essaie de prouver qu'on peut tout gérer seul, le problème est simple. Si quelque chose tourne mal, personne n'est là pour intervenir. Le contact de Renato attendit longtemps après l'heure prévue de son retour. Il finit par se rendre à la lisière de la forêt et l'appela. Personne ne répondit. La nuit commençait déjà à tomber. Entrer seul dans la jungle aurait été trop dangereux. Le contact passa donc la nuit dans la communauté la plus proche. À l'aube, il revint accompagné de 3 hommes. Ils retrouvèrent d'abord le sac de Renato près du point d'entrée du sentier. Son corps fut découvert à environ 24 mètres à l'intérieur de la forêt. Il reposait face contre terre, non loin du nid. Le python était retourné sur ses œufs. L'examen après la mort révéla plusieurs morsures sur les bras et le torse. Les blessures correspondaient à l'attaque d'un grand serpent constricteur. Renato avait également plusieurs côtes fracturées et d'importantes contusions sur la poitrine. Un traumatisme violent à la tête indiquait qu'il avait lourdement heurté des racines ou le sol de la jungle en tombant. La cause principale du décès fut le traumatisme crânien. Les blessures provoquées par la constriction et l'asphyxie furent enregistrées comme facteurs supplémentaires. Le python avait réagi comme le font les animaux qui défendent leur nid. Renato avait agi comme un opérateur solitaire qui voulait réussir sa première mission. Ces deux comportements s'étaient simplement rencontrés au même endroit. La caméra fut récupérée à environ 1,80 m du nid, toujours fermée par le cache de l'objectif. Le système de positionnement par satellite de Renato avait enregistré sa dernière position à 24 mètres de l'entrée du sentier, à 10h54. Le témoignage de son contact permit de compléter la chronologie. La mort fut classée comme accidentelle.
Dans les semaines suivantes, une équipe spécialisée confirma la présence d'un nid actif de pythons birmans à cet endroit. Elle l'observa depuis le sentier. Personne ne franchit la lisière des arbres.